Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous recevons à la télévision rwandaise le directeur régional pour l'Afrique de l'Est depuis août 2018. Il est donc l'invité de l'entretien de la semaine. Il s'appelle Christian Yoka. Il dispose d'une longue expérience de terrain sur le continent africain. Avant d'être désigné à la tête de cette direction régionale, comptant une dizaine de pays, il fut directeur régional pour le Cameroun, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale entre 2016 et 2018, et auparavant directeur régional pour l'Éthiopie, le Soudan, le Sud-Soudan, l'Érythrée et la Somalie. De 2013 à 2016, il fut également directeur de l'agence AFD en République démocratique du Congo de 2009 à 2013. Juriste de formation, Christian Yoka est diplômé d'un DS, droit et fiscalité à l'université Panthéon-Sorbonne et d'un master en droit bancaire et financier de l'université de Boston. Nous allons ensemble revenir sur la publication par l'AFD de la 4e revue portant sur l'économie africaine. L'Agence française de développement AFD a publié donc le 19 janvier dernier la 4e édition de son ouvrage de référence, L'économie africaine 2023 aux éditions La Découverte, fruit d'une collaboration étroite entre les chercheurs de l'AFD et universitaires spécialistes des États africains. Ces documents de la collection Repères proposent un tour d'horizon des grands enjeux économiques et sociaux du continent sur l'année 2022. Bienvenue donc à vous, Christian Yoka. Bonjour, ravi d'être des vôtres. Alors, l'Afrique a connu de taux de croissance intéressants pendant plusieurs années. Comment peut-on expliquer que le continent s'en sort plutôt bien après cette terrible pandémie de Covid-19 qui a particulièrement terrassé plusieurs grandes économies du monde? Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être des vôtres. Vous avez raison de le rappeler. Pendant plusieurs années, l'Afrique a connu un taux de croissance extrêmement dynamique, 5% en moyenne. C'était la région du monde d'ailleurs qui croissait de la manière la plus forte. La pandémie Covid est venue mettre un coup d'arrêt à cette dynamique. Néanmoins, comparé aux autres régions du monde, l'Afrique avait fait preuve de plus de résilience avec une croissance qui était finalement négative, mais limitée à peu près à 1,7%. Aujourd'hui, le continent repart de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus forte, essentiellement pour 3 raisons. D'abord, l'effet rattrapage technique. Il s'agit d'un rebond technique par rapport à la récession de 2020. Mais par ailleurs, cette croissance forte s'explique aussi en raison de l'orientation forte à la hausse des cours de matières premières, donc pétrole, mais aussi métaux précieux. Et enfin, les économies diversifiées d'Afrique ont pu bénéficier de la reprise de la demande internationale. Oui, vous le savez très bien, l'Afrique connaît bien des disparités entre des économies plus fortes, moyennes et faibles. Que doit faire justement le continent pour consolider la croissance en tenant compte des faiblesses et des forces de certaines régions? Alors, évidemment, il ne s'agit pas de parler d'économies plus fortes, faibles ou moyennes. En réalité, on se rend compte que les structures économiques sont très différentes entre des économies qui sont diversifiées, d'autres qui sont plus fortement dépendantes des matières premières et d'autres, enfin, qui dépendent essentiellement d'activités du type tourisme. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les économies les plus diversifiées avaient non seulement le mieux résisté à la crise, mais ce sont aussi celles qui affichent la reprise la plus forte, plus 4,4% en 2021 et sans doute 5,1% dès 2023. Et là, dans cette catégorie de pays, vous avez des pays comme le Sénégal, le Niger, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Togo. Par ailleurs, vous avez donc des pays qui dépendent fortement des industries extractives, ces économies-là sont beaucoup plus dépendantes et beaucoup plus vulnérables aux fluctuations internationales. Et donc, ce qu'il est important d'envisager pour les pays, c'est de diversifier leur base productive, mais également travailler à l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales. Oui.
À part le Covid-19, l'Afrique, comme le reste du monde, a été fortement touchée par les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec notamment la flambée des prix des produits alimentaires, notamment les céréales, dont le continent importe près de 40%. Comment, au niveau justement de l'AFD, vous essayez de soutenir les pays africains en difficulté dans leur chaîne d'approvisionnement alimentaire? Alors, vous avez raison de rappeler cet impact extrêmement fort sur l'Afrique, des conséquences de cette guerre en Ukraine. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est encore plus vrai pour des pays d'Afrique du Nord qui sont très, très dépendants de ces produits-là. La manière dont en interne, nous essayons d'appuyer les pays, c'est déjà de travailler de façon extrêmement importante et forte à renforcer l'autonomie interne de ces pays. Il faut réduire la dépendance à ces produits-là, encore une fois, en travaillant sur tout ce qui peut permettre d'améliorer la production en interne. C'est l'exemple de ce que nous faisons au Sénégal sur une filière comme celle du riz, mais de manière beaucoup plus urgente et à court terme. On travaille par exemple avec la CEDEAO à les aider à reconstituer leur stock. Oui. L'agriculture en Afrique utilise beaucoup d'engrais et le continent importe ces engrais des zones en conflit, notamment entre la Russie et l'Ukraine. Cela risque-t-il pas de mettre un peu en péril certaines économies sur le continent? Alors, la question du péril sur les économies est une question en effet importante. On vient de l'évoquer à propos de la dépendance et de tout l'impact que la hausse des prix sur les intrants cause, notamment pour les finances publiques. Mais le risque majeur et le risque premier essentiel sur lequel j'aimerais insister, c'est quand même le risque d'insécurité alimentaire. Près de 270 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire en Afrique et cela constitue un véritable danger. C'est le chapitre 3 du repère que nous publions. Et donc, pour nous, il est essentiel de travailler très fortement à réduire, encore une fois, la dépendance des pays à ces intrants et à améliorer leur capacité à faire face en travaillant toujours davantage sur la disponibilité des intrants nécessaires à la production, à leur production agricole. Justement, dans ce livre, L'économie africaine 2023 de l'AFD, vous parlez d'un besoin croissant d'aide des pays africains. Comment expliquez-vous cette difficulté? Les crises successives, pandémie, guerre en Ukraine, ont pesé lourdement sur les capacités d'intervention des États, qui ont dû faire face à des dépenses d'urgence afin de soutenir notamment les ménages les plus vulnérables et permettre l'accès aux produits de première nécessité, qu'il s'agisse de denrées alimentaires, mais également des produits énergétiques. Aujourd'hui, cette pression, cette contrainte se double en plus d'une augmentation des taux d'intérêt et donc des capacités des États à se financer à l'international. Tout ça fait qu'il faut trouver malgré tout le moyen pour les pays de continuer à financer le développement. Le FMI estime les besoins à peu près à 400 milliards sur la période 2021-2025. 400 milliards de dollars, c'est significatif. Et encore, nous pensons que ce chiffre est peut-être légèrement minoré. Donc il faudra bien que la communauté internationale, les bailleurs de fonds se mobilisent. Je précise qu'à la faveur de la reprise, les fonds de diaspora ont permis d'apporter un surplus de financement externe aux économies, mais cela ne sera pas suffisant et donc les besoins d'aide resteront prégnants. Parlons à présent, si vous le permettez, des changements climatiques et ses conséquences sur l'Afrique, car ce phénomène a un impact sérieux sur l'économie africaine. Vous en parlez dans cette 4e édition. Quelles sont les solutions que vous proposez?
Alors, la question du changement climatique occupe en effet un chapitre entier de cette nouvelle édition, et pour cause. Vous savez que cette année a été l'année de la COP27 qui s'est tenue en Égypte tout récemment. Il faut toujours rappeler que l'Afrique contribue seulement, on a envie de dire, à hauteur de 7% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et pourtant, le continent paye un lourd tribut à ce changement climatique en raison d'épisodes de plus en plus extrêmes, de sécheresse, d'inondations et d'impacts assez forts sur les productions agricoles, sans parler des risques d'érosion côtière que rencontrent un certain nombre de villes du continent. On ne peut pas donc aujourd'hui imaginer de politique de développement qui n'intègre pas cette dimension, et en ce qui nous concerne, nous consacrons à peu près 45% de nos financements à nous assurer qu'ils embarquent bien la thématique climat en termes d'impact. Et nous préconisons, et dans le dialogue que nous avons avec les autorités nationales, nous préconisons des politiques publiques qui prennent en compte cette dimension afin de pouvoir nous assurer que les risques liés aux catastrophes qui découlent de ce changement climatique sont bien traités, bien anticipés dans les différents secteurs d'activité, plus singulièrement tout ce qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire. Merci beaucoup à vous, Christian Yoka, d'avoir participé à cette émission, l'entretien de la semaine, qui revient sur l'actualité au niveau du Rwanda, d'Afrique et dans le monde, les faits saillants de l'actualité. Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons un excellent week-end à Paris. C'est un plaisir, je reviens quand vous voulez. Merci.